j'ai un manque considérable de mon père. Et ça me suivra jusqu'à maintenant. Quelques jours avant la reprise des tournages de Cassandre, Gwendoline Amon est arrivée dans nos studios emmitouflée dans une grosse veste en laine, avec sa sincérité et sa spontanéité en bandoulière. Elle est comme ça, Gwendo. Ce qu'elle dit, elle le pense, et ce qu'elle pense, elle le dit. De son métier, de son enfance, de ses enthousiasmes et de ses peines. Sans phare ni fausse pudeur, cette liberté, elle l'a conquise avec les années, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Gwendoline Amon, je suis absolument ravie de t'accueillir dans ce podcast. Bien. Donc, tu t'apprêtes à repartir en tournage pour Cassandre, Oui. Sans spoiler les fidèles téléspectateurs qui suivent la série. Est-ce que tu peux nous donner quelques secrets ou au moins sur l'itinéraire de ton personnage, vers quels horizons il va aller ? Vers quels horizons elle va aller ? Elle est de plus en plus libre, je crois. Elle est, je pense, peut-être un peu moins névrosée qu'avant. Elle se pose, elle se calme, elle a moins peur. Je parle pour sa vie privée. Ce sont des épisodes où il y a beaucoup d'humour. Je ne peux pas dévoiler grand-chose. Moi, je vais te dire. Je les aime beaucoup, ces 3 épisodes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas partir pour tourner 3 aventures inédites de Cassandre. Ouais. Oui, je vais en tourner un là, à partir du 16 octobre, et puis 2 autres cet hiver. D'accord. Quand tu dis elle est moins névrosée, elle a plus d'humour, etc., tu parles bien de Cassandre. Je parle bien de Florence Cassandre. Pas de moi. Moi, je vais le rester, névrosée. Ah ouais, il n'y a pas d'espoir à ce niveau-là ? Non, non. Si, mais c'est bien d'être un petit peu névrosé. L'important, c'est d'en être conscient et de se soigner. Mais après, sérieusement, tu te sens névrosée, toi ? Non, pas au sens propre du terme, mais oui, j'ai certainement encore des petites névroses. Je me sens tellement mieux dans mes baskets aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça se voit. Ah bon ? Enfin, je te connaissais pas il y a 20 ans, mais je trouve que justement, aujourd'hui, on va lâcher un grand mot, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que à chaque fois que tu t'exprimes, etc., je vois une femme libre, en tout cas, qui fait quelque chose de sa liberté. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas si j'en fais quelque chose, mais j'ai plus peur du regard des autres et j'assume ce que je dis. Alors, je sais que quelquefois, comme tout le monde, je dois être à côté, mais je l'assume. Voilà. Le fait d'être comédienne, ça sert à maîtriser le regard des autres ou ça n'a rien à voir ? C'est moi qui fais mon film, justement. C'est compliqué ce métier parce que beaucoup de gens l'ont dit avant moi, mais on dépend des autres. On dépend du désir, du regard, de la décision, du jugement des autres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas tellement, dont je me rendais pas compte quand j'étais plus jeune et aujourd'hui que je trouve handicapant parce que c'est un métier même avec beaucoup d'expérience ou de succès où c'est comme si on était d'une certaine façon jamais véritablement pris au sérieux par tout le monde. Quand vous avez 25 ans ou 30 ans d'expérience dans un job, vous représentez une assise, une espèce de prospérité, une confiance. Quand on est comédien, non. On va être très aimé par certains, pas du tout par d'autres. On vous fait pas confiance. On refait des essais, on redoute de vous. Et c'est assez compliqué parce que ça déséquilibre. C'est ça qui déséquilibre. C'est ce sentiment de toujours devoir prouver qu'on est capable de. Combien de fois j'ai dit et j'ai entendu des amis acteurs ou actrices dire oh, c'est pas possible, ça fait 20 ans que je bosse, il faut encore que je prouve que. Mais oui. C'est comme ça. Alors, il y a un moment, il faut plus y penser. Il faut peut-être que ce début de liberté que j'assume vient de là, c'est que tout à coup j'ai accepté que je pouvais pas plaire à tout le monde, que je pouvais pas être aimée par tout le monde. J'étais ni plus bête ni plus intelligente qu'une autre, mais qu'il fallait que je sois moi.
Voilà. Il y a eu un déclic à cette décision ? Non, je pense que ça coïncide. Bon, je fais de la psy de comptoir, mais il y a eu la mort de ma grand-mère et de ma mère en 1 an. Ensuite, je me suis séparée de mon ex-mari quelques années après, 3 ans après. Et tout ça, enfin, tous ces deuils, d'une certaine façon, tous ces ça m'a donné une nouvelle énergie. Je ne suis pas quelqu'un de toute façon, c'est pas ma nature de me laisser aller. Je peux être pleurnicharde, je peux être peureuse. J'ai souvent la trouille, moi. Je suis quelqu'un qui a la trouille. Alors, pas la trouille de la vie, hein. J'ai la trouille pour des conneries. J'ai peur en voiture, j'ai peur en avion. Alors là, en ce moment, j'ai peur en avion. C'est atroce, mais c'est vrai que faut que je me colle un truc sous la langue, quoi. J'ai peur parce qu'il y a des vagues dans les bateaux, enfin, des trucs comme ça. Mais je n'ai pas peur de la vie. Je suis quelqu'un qui affronte comme un petit soldat. J'ai un côté petit soldat. Ok, faut y aller, on y va. Et puis, je me suis rendu compte aussi que plus j'avais la chance de travailler, et en plus d'être dans une série qui avait beaucoup de succès, ça donne des ailes de succès, hein, ça rend beau. J'ai pas du tout envie de profiter de ça bêtement, comme c'est le cas d'autres gens. Je veux en faire quelque chose. Donc, quand on a la chance d'être sur une estrade, quelle qu'elle soit, la mienne n'est pas immense non plus, mais elle existe. Il faut essayer de faire quelque chose de bien. Quand même devant cette estrade, donc j'imagine qu'il y a quelques millions de téléspectateurs devant cette estrade. Oui, mais tu sais, ça va te paraître fou, mais c'est pas que je m'en rends pas compte, je le sais, mais j'en ai pas tant conscience que ça. C'est-à-dire que moi, je continue à faire ma vie comme avant, parce que ça me fait peur. Je trouve ça tellement démesuré et bizarre, et j'ai pas du tout envie que ça m'atteigne dans ma vie. Je ne sauve pas des vies, je le dis souvent. Je ne suis pas une héroïne, je ne suis qu'une héroïne de série ou de film, de fiction, mais je ne mérite pas, je trouve que ce truc tu vois, vous êtes une star, non, je ne suis pas une star, il n'y a pas un mot plus con que ça, je suis comme vous, en fait. Sauf que je fais un métier qui est public et que j'ai la chance d'être en plus dans une série qui a marché, qui donc m'a donné une visibilité, et cette visibilité, souvent, tu sais, on disait, je passe du coq à l'âne autrefois, oui, les artistes qui se mêlent de tout, j'aime pas les artistes qui parlent de politique, et puis les artistes qui parlent de ci, qui parlent de ça. Moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on est tous des citoyens, et comme tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi, quand on est une artiste ou un artiste, je crois qu'on a, d'une certaine façon, une forme de responsabilité. Alors évidemment, on ne demande pas aux gens de penser comme nous. On ne dit pas non plus qu'on a la science infuse et qu'on est Dieu et qu'il faut nous suivre, mais on a le droit de donner son avis comme les autres. Et si on peut quelquefois, parce que mon avis, j'essaye de le donner que pour des choses humanistes en fait. C'est ça que parce que ça me touche, parce que c'est mon histoire, ça me ressemble. Je suis bêtement peut-être naïve ou utopique, mais je préfère être naïve et utopique et croire, avoir de l'espoir et croire en l'amour que l'inverse. Je comprends bien. Pour revenir juste à Cassandre, en fait, je suis un peu tombée de l'armoire quand j'ai étudié ton parcours, ton itinéraire, en découvrant que c'était la première fois que tu avais un premier rôle, que tu incarnais une série. Oui. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils attendaient ? Il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, je crois que le fait que j'ai fait du théâtre pendant longtemps, je me souviens de certains castings qui me disaient toi on te met pas sur les castings parce que t'es toujours au théâtre. Donc comme ça c'était clair. Donc je tournais pas beaucoup parce que j'étais beaucoup au théâtre, en tournée, en festival, etc. Ensuite, je sais pas si ce que je dis est vrai ou pas, mais c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. Je crois que j'étais pas à la mode. Enfin, j'avais un physique qui était limite. Pas à la mode. Ben les filles qui ont commencé en même temps que moi, j'avais un physique, moi, de ce qu'on appelle un physique de jeune première, avec mon nez retroussé et mes yeux bleus, là, et mes grands cheveux que j'avais jusqu'au rein. Et peut-être que j'étais moins intéressante physiquement. J'étais un peu embarrassée. Oh là là, je vais me faire insulter de dire ça, mais j'ai toujours été un peu embarrassée des privilèges. C'est-à-dire que je savais que j'étais une jolie fille, parce que je m'en suis rendu compte très jeune. Hein, j'ai entendu ça toute. Elle est jolie cette petite. Oh, les taches de rose, c'est vrai qu'elle est belle. Donc ça me gênait en fait. Ça me donnait l'impression que si j'étais jolie, je devais être un peu con. J'avais grandi en Afrique, donc très vite j'avais compris que j'étais privilégiée.
Et puis j'étais petite fille d'un grand auteur, et puis donc je suis pas quelqu'un qui de nature, autant je suis très spontanée et clownesque, mais je suis pas quelqu'un qui la ramène pour moi, ça m'embarrasse, ça me gêne. Quand c'est pour les autres, c'est bien plus simple. Ah, hyper facile. Je peux monter l'Himalaya, je peux tout faire. Pour moi, c'est toujours un truc, je sais pas si c'est de l'éducation ou si c'est j'ose pas, j'aime pas, je sais pas faire, quoi. Mais là, ça va mieux aujourd'hui, sans faire de psy Oui, ça va mieux, il y a plein de choses qui vont mieux. Mais j'ai moins le syndrome de l'imposture qu'avant. Je l'ai toujours. En tout cas, cette première fois dans un premier rôle d'une série, est-ce que tu as le sentiment de l'avoir attendu longtemps ou c'était absolument pas un objectif avant qu'on te le propose ? Non, c'était pas particulièrement un objectif parce que je pensais, comme d'autres, que si je faisais une série, j'allais être très identifiée et que j'allais devenir Julie Lescaut. Et moi, je rêvais de pouvoir jouer. Je voulais faire du théâtre, je voulais jouer tout le répertoire. Et je me disais, de toute façon, je vais être coincée après. Donc, j'étais pas dans une excitation. À l'époque, on faisait très peu de mini-séries. C'est vrai. En plus, en tout cas moins que maintenant. Et j'étais pas dans une obsession de faire une série, mais ça me dérangeait. Ça s'est pas non plus proposé régulièrement, très souvent. Non, je faisais des rôles principaux, mais en unitaire. C'est ça. Est-ce que c'était lié à l'idée de ce que les gens se disent, enfin l'idée de allô. Oui, je suis comédienne, j'ai une mauvaise élocution. Oui. Est-ce que c'est l'image que je renvoie ? Est-ce que c'est cette espèce de pudeur, de côté un peu, je sais pas comment je pourrais dire, précieux, c'est pas le mot, mais souvent on me dit oui, mais toi, on sent que tu as une éducation, que c'est bizarre parce que moi je me rends pas du tout compte de tout ça. Mais effectivement, il doit y avoir. Je sais pas. En tout cas, mais j'en ai souffert, j'avais toujours l'impression de ne pas travailler assez, de ne pas être choisie, et je dois dire un truc, je rends à César ce qui est à Césarette, et je lui ai dit souvent, et je le redis, c'est Anne Holmes qui m'a choisie. C'est Anne Holmes qui a dit, j'aime beaucoup cette fille, on la voit pas assez. Donc ça tient à ça, finalement, le métier de comédien, on le sait, c'est très subjectif. C'est le choix de certaines personnes, d'être là au bon endroit, au bon moment, de monter dans le train, de faire la bonne rencontre, d'avoir des rendez-vous. J'avais pas énormément de rendez-vous. Chaque fois que j'avais des rendez-vous, ça marchait. Comment tu vivais ça ? Mais pas très bien. Voilà. J'ai jamais été aigrie parce que c'est pas ma nature, mais j'étais frustrée. J'étais souvent triste. Je disais mais pourquoi j'ai pas ce rendez-vous ? Pourquoi Mais encore aujourd'hui, je pourrais le dire. Je suis incapable de te dire le nom. Je ne sais plus qui sont les directeurs de casting, sauf ceux de ma génération. Je n'en ai jamais rencontré. Je pense que beaucoup pensent me connaître parce qu'ils me voient à la télé et ont une image de moi qui est probablement totalement altérée. Enfin, je suis pas la fille forcément de ce que je joue ou de ce que j'ai l'air de représenter. Mais c'est comme ça. Ouais. On est aussi dans un pays où on se fait des images des gens. C'est un peu comme tu peux pas tout faire. Tu peux pas être comédienne, réalisatrice, productrice, écrivain. Et puis quoi encore ? Tu vois, il y a non mais et donc voilà, moi je sais maintenant, j'ai accepté que j'ai une image que je dois probablement pas du tout intéresser plein de gens et je le comprends très bien. Tu penses que le temps sur ta route est un allié ? Parce que quand j'entends oui. Voilà. Oui, parce que finalement, je pense que je suis plus intéressante aujourd'hui et que j'ai plus de boulot aujourd'hui qu'hier. Mais je regrette pas mes années théâtre, je me suis éclatée. Tu t'es construite aussi, tu t'es nourrie, ça m'a cadrée et je me suis nourrie exactement. Ouais. Alors tu parlais tout à l'heure de la petite fille et de l'Afrique. J'aimerais bien qu'on en parle un moment. Déjà, quelles sont les circonstances qui t'ont amené vivre là-bas et avec quoi tu en es revenu justement, avec quelle nourriture tu en es revenu ? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer là-bas en Afrique ? Alors mes parents nous ont eu, ma sœur et moi, très jeunes. Mes parents avaient 18 et 19 ans. Mon père, quand je suis née, mon père... qui était un jeune homme qui faisait ses études à Paris, mais qui était un provincial, faisait un doctorat d'économie. Et puis il a rencontré ma mère en vacances. Et en gros, elle est tombée enceinte très très vite de moi. Ma mère, elle, venait d'une famille beaucoup plus intellectuelle. Il y a plein de gens qui le savent, je suis la petite fille de Jean Anouilh. Donc ma grand-mère était metteur en scène, mon grand-père auteur dramatique. Mais des gens bien. Je pense à ça, je pense à la série avec Dominique Pinon, belge, qui est géniale, des gens bien, des gens chouettes, des gens simples.
Et donc, mon grand-père Anouilh s'est retrouvé complètement par hasard à côté de Léopold Sédar Senghor, qui était le président de la République sénégalaise, à l'école ou à un déjeuner de parents d'élèves. Parce que la petite sœur de ma mère était, je ne sais pas dans quelle école à Paris, et elle était dans la même école que Philippe Senghor, qui était le dernier fils de Senghor. Et je sais pas, ils ont dû foutre les deux grands hommes l'un à côté de l'autre. Ils ont discuté. Et dans la discussion, on devait partir aux États-Unis. Mon père avait trouvé un poste, enfin un job, un petit job, mais à Harvard. Je sais pas où. J'ai pas les détails. Et en fait, mon grand-père Anouilh a dû parler à Senghor de mon père en disant voilà, mon gendre qui a 25 ans, ils ont déjà 2 enfants, il part pour attendez, mais il a fait un doctorat d'économie, mais moi j'ai besoin de lui. Et mon père s'est retrouvé, c'est tellement drôle, il s'est retrouvé conseiller économique d'Abdou Diouf, qui était Premier ministre de Senghor à l'époque, en urbanisme. Bon, en urbanisme, il n'avait pas fait d'études d'urbanisme, enfin il avait fait des études d'économie. Et puis on est parti là-bas. Et je pense que ma mère, elle avait besoin de se barrer de cette famille qui était assez envahissante et compliquée. Et puis on est parti là-bas. Donc moi, j'ai mes premiers souvenirs vraiment, les premières choses dont je me souviens, c'est l'Afrique. Et ça a été extraordinaire. Et ta maman, juste, elle faisait quoi? Alors ma mère, elle avait raté son bac enceinte de moi. Bravo. Et au début, elle faisait pas grand-chose, mais très vite, elle a toujours fait plein de choses, ma mère. Quand on était en Afrique, elle faisait des bijoux. Bon, elle enfilait un peu des perles, mais elle faisait plein de bijoux, je me souviens. Et puis après, elle a eu une boutique de brocante. D'accord. À Paris. On y reviendra, mais ta mère, c'est un personnage évidemment c'est un personnage en couleur. Et fantasque, et qui a l'air aussi extrêmement libre, en tout cas mais dans elle était très libre. Positionnement par rapport à la vie. Et donc, tu passes quelques années là-bas, tu reviens, tu as 8 ans. Je reviens, j'ai 8 ans, ma mère nous dit on rentre en vacances en France, et puis en fait on revient pas. Elle nous garde parce qu'elle a rencontré quelqu'un dont elle est tombée très amoureuse. Elle a que 27 ans à l'époque. Oui. Donc elle n'a pas eu vraiment de jeunesse, et donc on revient pas. Et ça, c'est un drame pour moi. Je n'ai aucun mauvais souvenir de divorce de mes parents. Je les ai jamais vus se disputer. J'ai pas de choc traumatique. Mais en revanche, j'ai un manque considérable de mon père. Et ça me suivra jusqu'à maintenant. Mon rapport même aux hommes, je pense, a été différent. Ouais. Mais en tout cas, cette éducation aussi africaine, avec ses paysages, ses coutumes, tu les portes encore en toi et t'en restes. Mais véritablement, je pense que je ne serais pas du tout la même femme si je n'avais pas vécu en Afrique. Et quel mot tu mettrais sur cette identité africaine aussi que tu portes en toi? Quel nom je mettrais? Quel mot? Comment tu la caractérises? Solarité, peut-être. D'abord, ce sont les années heureuses, mes parents sont ensemble. On n'a pas d'argent, parce que mon père a un poste très honorifique, mais il est payé en CFA, il n'a pas une thune. Et il veut absolument se démerder tout seul et faire bouffer sa famille et ne rien demander aux Anouilh. Donc, je me souviens, on vit dans un petit appartement avenue Roume, qui est à côté de la place de l'Indépendance. Après, il a été logé, on a bougé, on était dans des maisons plus sympas, mais il n'y a pas beaucoup de sous, c'est simple, mais c'est des moments heureux. On va à la plage, on est très aimé par les gens. Mes parents ne sont pas des expatriés, on n'est pas dans des maisons avec piscine. C'est des gens qui aiment l'Afrique. Alors, ma mère, elle s'y est pas tellement plu, mais je pense que c'est pour d'autres raisons. D'abord, elle était très jeune. Je crois que finalement, il y a des gens qui sont pas capables de voyager. La France lui manquait. J'ai presque envie de dire ses emmerdes lui manquaient. Tu vois, il y avait quelque chose de cet ordre-là chez ma mère. Alors que mon père, il était super heureux. Et je crois qu'il a été question que mon père me garde et que ma mère reparte avec ma sœur, qui a 17 mois de moins que moi. Et c'est mon grand-père Anouilh qui lui a écrit une lettre, parce qu'il m'en a parlé il n'y a pas longtemps, en lui disant ne faites pas ça, il ne faut pas casser la fratrie. Et donc on est repartis toutes les deux. Et on y est retourné souvent, puisqu'il est resté jusqu'en 81 ou 82. D'accord. Non, c'est des souvenirs de liberté, c'est des souvenirs de simplicité, spontanéité, c'est un peu ce qui te caractérise. Enfin, sincèrement, je vais m'en prendre peut-être un petit raccourci, mais liberté, spontanéité, trace directe pour aller vers les positivité. Autres. Tu sais, on dit, c'est vrai, Aznavour dit, la misère est moins lourde au soleil. Ouais, je sais pas le mot exact, mais c'est ça que ça veut dire. Je sais pas si c'est vrai. Je pense que la misère, elle est dure partout, mais en tout cas, je peux parler pour les Sénégalais et les Sénégalaises. En dehors d'être des gens qui sont beaux, qui sont très beaux, ils sont bons. Ce sont des gens qui sont souriants.
Et c'est vrai que dès que tu es petite fille, tu vois, il y avait beaucoup de lépreux à l'époque, tu vois, des gens dans la rue qui ont rien, qui vendent n'importe quoi, des cacahuètes et qui ont toujours la banane, toujours le sourire. Tu grandis. C'est pour ça que je te dis que très vite j'ai pris conscience. Je ne l'ai pas conscientisé, mais j'ai compris que j'avais de la chance. Je me suis tout de suite dit, mais en fait, moi, je suis du bon côté, quoi. J'ai une maison, j'ai un toit, j'ai une maman, j'ai un papa. C'était ça mon sentiment quand j'étais petite. Donc, quand on est rentré en France, je comprenais pas les gens qui faisaient la gueule, surtout à Paris. Non, parce qu'ils font pas la gueule là-bas. Ils sont sympas, ça crie, c'est pas content, mais il y a quelque chose de l'ordre du, je sais pas, du spectacle. Il y a un truc qui est un peu haut en couleur, comme ça. Joyeux, quoi, insouciant, malgré justement un environnement qui n'est pas forcément joyeux. Ah là, c'est dur. Non, ils en chient, putain, vraiment, les pauvres. Donc tu rentres en France et tu rêves de quoi? Tu te vois déjà dans une profession, dans un... Je sais pas trop. Mon père m'a dit, et puis maintenant j'ai des choses qui me reviennent, que j'avais toujours été un clown, qu'il y avait une dichotomie entre mon physique et ma nature, mon caractère. J'étais, paraît-il, très drôle. Je faisais des imitations tout le temps. Je faisais des spectacles. Et en même temps, j'étais chouineuse un peu. J'étais une petite fille sensible qui voulait toujours être dans les bras des parents et faire des câlins. D'ailleurs, il m'appelait Moumou la purée ou... il me disait, Sécotine, à côté de toi, c'est de l'eau. Donc, Sécotine, c'était la marque d'une glu, pour les gens qui ne savent pas. Je voulais toujours faire des câlins et être dans les bras, être rassurée, qu'on m'aime. Oui. Mais Tu te destinais pas à une profession en particulier? Non, je voulais être cantatrice ou archéologue. Ça, c'est un souvenir que j'ai quand j'étais toute petite. Donc, tu vois, déjà, cantatrice, c'est artiste. Archéologue, un peu aussi. On va chercher, on fouille un peu quand on incarne et on... Et puis, l'histoire, ça me passionnait. L'histoire, les châteaux, tout ce qui avait existé avant, ça me fascinait. Mais assez vite, en fait, on est allé habiter 1 an à la campagne, dans les Yvelines, le temps qu'on se remette un peu de l'Afrique. Et puis... on avait plein d'animaux partout. Et puis, ma grand-mère avait une amie qui était avec Piala à l'époque, avec Maurice Piala, et il cherchait une petite fille. Et donc, je me suis retrouvée complètement par hasard à tourner dans Loulou de Piala. Donc, à 8 ans, je venais de rentrer d'Afrique. Ça m'a plu, ça m'a amusé. J'avais pas du tout conscience que c'était un métier. Mais bon, voilà, j'évoluais aussi. On était beaucoup chez ma grand-mère, qui était une maman, qui était une grand-mère jeune. Donc j'avais 2 mamans, en fait. Et elle était metteur en scène, elle était au théâtre tout le temps, elle parlait que de théâtre, elle recevait des acteurs tout le temps. J'ai été baignée. 1000 souvenirs. Repères, c'était ça, quoi. Bah oui, donc c'était un univers théâtral, c'était pas un univers cinématographique. Mais voilà, je me suis pas dit que j'allais en faire un métier, mais en tout cas, c'était pas du tout un univers qui m'embarrassait. Rien, la chaise vient de perdre. La chaise vient de tomber comme dans un film. J'ai perdu 20 cm d'un coup. Ça va, Gwendoline? Mais tu vois, je suis bien en face du micro, là, c'est mieux. Là, on y est. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclic, alors, finalement? Est-ce que c'est justement un état que tu as goûté et finalement dont tu t'es jamais défaite parce que tu étais bien dedans? Je sais pas, je pense que j'avais besoin qu'on m'aime. Ça, c'est un truc... Je te parle de ça quand je suis vraiment petite fille, parce que j'avais déjà besoin de faire des câlins tout le temps et qu'on m'aime. Mais après, je sais que j'ai demandé à ma mère si je pouvais faire des photos dans la Redoute. J'ai une petite fille en chemise de nuit, tu vois. J'ai fait ça. J'étais dans un cours de théâtre. Oui, quand même, tu prenais petite fille en anglais. Oui, donc j'avais cette prédisposition. Ça me plaisait, mais je me disais pas, je vais en faire mon métier. Ouais, tu l'as pas conscientisé. Non, et puis j'étais dans une famille, mon père, il avait eu un doctorat d'économie. Il avait qu'une envie, c'est que j'ai mon bac et que je fasse des études. Et que je sois pas une crétine d'artiste, justement. Enfin... Je suis péjorative, mais donc j'avais pas tellement le choix. Et puis en fait, assez vite, on m'a dit passe ton bac. Donc j'ai passé mon bac, je l'ai raté, qui était la honte de ma vie. Ça l'est encore. Parmi les associations auxquelles tu participes, il y a donc pour les femmes dans les médias. Il se trouve que là, on est à 6 ans, c'est un anniversaire de MeToo. Comment tu as traversé cette vague? Est-ce que le sexisme, comme on dit, ordinaire, tu as été confronté? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu as confiance en l'avenir? Oui, j'ai confiance en l'avenir, complètement. Oui, j'y ai été confrontée, mais comme toute femme, j'ai envie de te dire. Et non, moi, personnellement, je n'en ai pas souffert. Probablement, par chance. Je ne suis pas tombée dans des situations, dans des guet-apens, dans des traquenards. Et puis, j'ai du caractère. Donc, je pense que je fais partie des... Mais vous savez, on ne se bat pas pour soi. Je pense qu'on se bat pour les autres. Et
les raisons qui ont fait que je me suis engagée dans cette association, comme beaucoup d'autres femmes, hein, je ne suis pas toute seule, c'est plus pour aider celles qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la force de s'insurger. Moi, j'ai été emmerdée plusieurs fois. Mais voilà, je te dis, moi, je sais me défendre, j'ai pas peur. T'as eu la chance, toi, de pouvoir justement avoir... Il y a eu une fois où c'était limite. Hein. Je me suis retrouvée sur un truc, ça a été limite, mais j'ai eu de la chance. Je me suis réveillée dans le lit d'un monsieur, je savais pas ce que je faisais là. Donc, on a sûrement dû me mettre un truc dans mon verre à l'époque, mais c'était il y a très 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 longtemps, j'avais 16-17 ans, et il m'est rien arrivé. Je le sais, je le sens. Et tu penses qu'effectivement, ce mouvement est quelque chose qui va perdurer, puisqu'il y a vraiment un truc qui a bougé quand même? Il y a un truc qui a bougé, clairement. Je ne sais pas s'il va perdurer de cette façon-là. Ce qui est important, c'est que le monde évolue, c'est que les choses changent. Et pour ma part, moi, j'aime beaucoup les hommes et je pense qu'il y a plein d'hommes qui sont féministes et qu'il y a plein d'hommes qui sont formidables. Mais pour tous ceux qui ne le sont pas et qui se permettent encore et bien trop quotidiennement de frapper les femmes ou de les violer ou de les agresser, et pareil pour les enfants, oui, c'est important que ça bouge et il faut aussi que la justice bouge avec. Il faut qu'il y ait des lois qui soient plus féroces. Il faut clairement maintenant qu'on dise à ces hommes-là qui se comportent mal, écoute, un viol, en fait, c'est plus... tu vas pas t'en sortir en 6 mois. En fait, tu vas te prendre 10 ans. Un viol, c'est 10 ans ou c'est 15 ans. Et puis donc, calmer ceux qui sont pas calmables. C'est la seule solution, malheureusement. Alors l'autre solution, c'est l'éducation. Quand on est maman d'un petit garçon qui n'est plus tellement petit. On est très responsable en tant que mère, quand on a des fils. C'est ça, tu l'as éduqué, avec ton expérience, avec son papa. J'imagine qu'il a eu l'éducation. Mon fils, il aime les filles. Il est féministe. Il sait, depuis qu'il est tout petit, il sait. Quand c'est non, c'est non. Elle veut pas que tu lui prennes la main, tu lui prends pas la main, c'est tout. Mais après, tu peux discuter. On n'est pas obligé on n'est pas en guerre, hein, les hommes et les femmes. C'est pas switch on, switch off. Non, on n'est pas en guerre. Mais c'est normal. Ce monde, depuis des siècles, il est fabriqué par des hommes, pour des hommes. C'est un monde d'hommes. Donc, petit à petit... Alors, il y a eu quelques femmes qui ont été... je suis en train d'écouter un podcast là sur une femme pirate, Anne Bonny. C'est hyper intéressant. Il y a eu quelques femmes, pas beaucoup, peut-être plus qu'on ne le croit et qu'on ne le sait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la presse, et qui ont essayé d'être libres, mais... je crois qu'il ne faut surtout pas que ça soit une guerre. Voilà. Moi, j'ai vachement peur de tout ce qui est radical, de la radicalité. Parce que je pense que la radicalité n'apporte rien. Elle est essentielle parce qu'elle fait bouger les choses, mais les mouvements qui sont trop radicaux ne rassemblent pas. Ils sont autodestructeurs, en fait. Je pense, parce qu'il y a un moment, c'est pas comme ça qu'on dialogue. Il faut qu'on arrive. Le but, c'est qu'on arrive à se comprendre, donc d'abord à s'écouter, à s'entendre, à se comprendre, et pour se comprendre, il faut se mettre à la place de l'autre. Voilà. Donc voilà. Vous, les hommes, mettez-vous à la place des femmes, et nous, il faut peut-être qu'on essaye de se mettre à leur place aussi, parce que... Exactement. Quand on parle des femmes, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, je voulais m'arrêter sur ta maman et la nécessité que tu as eue à un moment d'écrire un livre sur elle, dont je cherche le titre. Les dieux sont vaches. Les dieux sont vaches. C'est vrai que le titre est assez particulier et très bien trouvé. C'était quoi la nécessité de transmettre cette histoire-là à l'époque? Et est-ce que ça t'a fait du bien? Alors, oui, ça m'a fait beaucoup de bien. À l'époque, en fait, j'ai toujours aimé écrire et je me suis toujours interdit d'écrire. Voilà. C'était pas possible. Je ne pouvais pas, avec un grand-père génie, même si certains le trouvent peut-être à chier, mais c'est pas grave. Je me disais, j'arriverai jamais à son niveau. Qu'est-ce que je vais me mêler d'écrire? Il y a tellement de gens qui écrivent bien. Je ne vais pas aller emmerder la littérature avec un ouvrage de plus, quoi. Mais j'aimais écrire et j'écrivais pour moi dans un journal intime quand j'étais petite, et puis après j'ai écrit des courts-métrages, j'ai écrit 3 débuts de scénarios de films, de longs-métrages. J'aime écrire. Et là je me le suis autorisé, peut-être parce que le deuil de ma grand-mère suivi de la mort de ma mère, même pas 1 an et demi, mais ça quand même j'ai pris une bonne claque.
Et en fait, j'écrivais pour moi au début. Je n'ai pas du tout commencé à écrire en me disant tiens, je vais écrire un bouquin. Il n'a jamais été commandé, ce bouquin. J'écrivais pour moi et il se trouve qu'une de mes amies et mon père ont lu une trentaine de pages et tous les deux m'ont dit mais il faut que tu continues. Ils t'ont autorisé? Ouais. Et mon père m'a dit, ne te bride pas, tu écris ce que tu veux comme tu veux, il sera temps de couper ce que tu veux couper à la fin. Et puis à la fin, il m'a dit, tu regardes dans ta bibliothèque, tu prends 5 éditeurs qui sont dans ta bibliothèque, de livres que tu as achetés, et puis tu envoies ces 5-là, puis on verra. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, j'ai eu de la chance. Il y en a 2 qui m'ont répondu en 10 jours. Une chance folle. Et je n'en revenais pas. Je pensais que c'était une blague, encore une fois. Ah ben, je te jure. Je pensais que c'était une blague. Je me disais, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai choisi en plus l'éditeur. Ça t'a donné envie de poursuivre l'exercice? Ah bah, énormément. Là, j'adorerais. En fait, je trouve pas le temps. Je ne sais pas écrire. Si, je peux écrire comme ça. J'écris de temps en temps sur Instagram. Ça me prend, mais je le prévois pas. Poum, 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 ça sort comme ça. Mais écrire un livre, il faut que j'ai 3 mois devant moi, au moins pour commencer, où je fais pas d'autre chose, tu vois, parce que c'est quand même un moment très très agréable, de grande liberté, l'inverse de ce que je fais comme métier. Exactement, parce que là c'est toi qui décides, c'est génial, décides des mots, c'est fantastique, des ambiances, puis t'écris où tu veux, tu dis ce que tu veux, et c'est fantastique. Donc ça peut être complémentaire. Mais ça l'est. Mais d'ailleurs je vais réécrire, je sais pas quoi, quand, mais t'as un sujet? Comment? Tu as un sujet? J'en ai plusieurs. Ton fils, qui donc, en tout cas si j'ai cru comprendre, aurait bien envie, ça le chatouille, lui aussi d'embarquer pour une carrière de comédien. Est-ce que ça te rassure déjà avec son père? Vous dites, bon bah ça va, on l'a pas trop saoulé, on lui a pas trop gâché l'image du comédien. Est-ce que c'est au contraire une source d'angoisse? Les deux en général? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Son père, j'en sais rien, on n'en parle pas. Je sais pas ce qu'il pense, son père, mais moi, il y a une part de moi qui le savait, assez jeune. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il parlait juste. Qu'il avait une facilité, parce qu'il avait été chopé sur un casting sauvage quand il était petit, en 6e, et c'est moi qui lui avais fait répéter son texte. Et j'avais vu qu'il parlait très juste. Donc je me disais, oula, s'il s'en rend compte, s'il aime jouer la comédie, ça va être la merde. Parce que, pourquoi la merde, Gwendoline? Parce que c'est un métier difficile, Isabelle. C'est vraiment c'est un métier extraordinaire quand on a la chance de le faire. Mais tout le monde n'a pas la chance de le faire quotidiennement, d'en bouffer vraiment. Je veux dire, 90% des acteurs travaillent pas, ou peu. C'est ça la réalité. Que je trouve que c'est un métier presque plus difficile pour un homme que pour une femme. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Culturellement, c'est compliqué pour un homme d'être dans l'attente, d'être dans la séduction. Je trouve que c'est pas très viril. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Viril, c'est pas le mot, mais c'est pas masculin. Il faut séduire, voilà. Il faut sourire au gars qui est un gros con quelquefois et qui, tu vois, il faut aller dans les soirées, les trucs. T'es pas sûr de gagner ta vie, t'es pas sûr d'être pris. T'es pris, puis finalement non, c'est pas toi. Tu vois, tu t'es constamment remis en question. Donc ton équilibre est remis en question très souvent. Combien de fois je me suis dit, tu te sens pas aimé, tu te sens pas désiré, tu te sens plus à la mode, plus pas assez ci, trop ça, c'est chiant. Donc ça fait peur. Et en même temps, j'ai toujours dit à mon fils, tu feras ce que tu veux et je t'accompagnerai et je serai contente tant que tu fais quelque chose qui te plaît et que tu es heureux. On le reverra dans Cassandre, par exemple? Non, c'était un passage. Non, mais c'est Françoise Ménidret qui d'ailleurs, directrice de casting, grande directrice de casting, c'est elle qui a pensé à moi pour Cassandre et qui a dit mon nom à Laurence Bachmann et à Anne Olmès. Et la donc, productrice et je leur dois à toutes les deux, à Anne et à Françoise, le personnage. Et je les remercie souvent d'ailleurs. Et en fait, c'est elle encore qui a pensé à mon fils, parce que mon fils m'a dit, écoute maman, je fais mes études de commerce, mais ça m'intéresse vachement en fait de jouer la comédie. Donc je voudrais prendre des cours de théâtre, mais je voudrais continuer à faire de la musique aussi, parce qu'il fait de la musique. Ok. Et puis on verra je lui ai dit, on verra ce qui va germer le plus fort. Et puis il est rentré chez mon agent. C'est la seule chose que j'ai faite pour lui qui est déjà énorme. Je lui ai dit, t'as une chance folle, mon pépère. Et donc Françoise a vu qu'il était sur le trombinoscope de mon agent et a dit, mais c'est le fils de Gwendoline. Je lui ai demandé si elle veut bien que... Je lui ai dit, mais c'est pas moi qu'il faut demander, c'est à mon fils. Passer les essais. Donc il a passé des essais et puis il a été pris. Et ça l'a fait. Et c'était un rôle hyper difficile. Moi, j'avais pas lu le scénario, j'étais flippée. C'était pour...
C'était pour quoi ? Quand il a réussi ses essais, c'était pour quelle fiction ? Ah ben c'était pour un Cassandre. Voilà. Et donc, je pensais que c'était un petit truc. Alors, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jours de tournage. Et je me retrouve à la lecture à réaliser que il a que des scènes d'émotion hyper dures à jouer. Et donc là, ça passe ou ça casse. D'ailleurs, je suis pas restée. J'ai vu la première prise. J'étais hyper émue derrière le combo. Je n'en revenais pas. Et après, je suis partie. Je l'ai laissé avec la réalisatrice. Et depuis, il a fait un autre film. Il fait des essais. Voilà, il rentre dans un cours de théâtre. Il fait sa route. Il fait sa route, il travaille chez un fleuriste aussi pour gagner des sous. Voilà. Avant de conclure cet entretien par tes projets, je voulais savoir si tu pouvais répondre à cette question. Est-ce que tu as trouvé un moyen, une façon, un état d'esprit pour vivre ce métier de façon épanouie et heureuse au fil de ces années ? Oui, alors je ne sais pas si c'est un moyen, mais c'est une perception de ce métier que je vois différemment. Je me suis rendu compte que l'essentiel, mon équilibre passe par mon métier et par ma vie privée, amicale, amoureuse, familiale. Il faut aller bien dans sa vie privée. C'est important. Moi, je ne fais pas partie des acteurs qui ne vivent que pour leur métier. Donc, je vais bien dans ma vie privée. Et j'ai compris à un moment que c'était ça l'essentiel. Que oui, j'allais rater plein de rôles, que oui, je ne rencontrerai pas tel réalisateur, que je ne jouerai pas tel personnage, que oui, il y a une forme d'injustice, de cruauté, parce qu'on n'a pas sa chance de la même façon que dans d'autres métiers, mais c'est pas très grave, en fait. Moi, je suis pas là pour laisser une trace, hein. L'essentiel est pas là. Je suis là pour aller bien, pour aller mieux, pour m'assagir. Déjà, j'ai une chance folle, c'est que les gens me connaissent, je travaille, je gagne ma vie. Ils t'aiment, Gwendoline. Tu vois, tu dis pas le mot, mais moi je te le dis, les gens te connaissent et t'aiment. C'est comme ça. Il y a un moment, il va falloir avaler ça comme une pilule. Les gens t'aiment. Voilà. Mais moi aussi, je les aime beaucoup. Bon. Je suis très, très respectueuse de... Ça, c'est clair. C'est un cadeau. Ça te connecterait pas. Et justement, alors, qu'est-ce qu'on a alors annoncé aux gens qui t'aiment pour les mois ou les semaines à venir au rayon projet? Là, je pars tourner un Cassandre dans 15 jours. Je vais d'abord être jury dans un festival à Waterloo, en Belgique. Non. J'adore les Belges. J'adore ce pays. Qui est le festival du cinéma historique de Waterloo. Et puis, je file direct un Cassandre du jour au lendemain, jusqu'à mi-novembre à peu près. D'accord. Et donc, après ? Et après, j'en ai 2 autres à tourner cet hiver. D'accord. Et puis, j'ai un autre unitaire, mais il n'est pas programmé encore, donc je ne sais pas quand on va le tourner. Et puis, peut-être que justement, si j'ai 2 mois off, je vais me mettre à écrire. Voilà. J'en ai très envie. Conclusion qui m'enchante après cet entretien. Eh ben, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite et ce que je nous souhaite en te lisant derrière. Merci 1000 fois pour cette sincérité. Mais merci à toi de m'avoir invitée. Merci Isabelle. Et à bientôt. Je ne m'en lasserai très pas. Bientôt. On se quitte plus. Gwendoline. Au revoir. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.